Bienvenue dans la saison 2 du podcast La Mentale, le podcast créé par Léopold Sapé, préparateur mental. Et ça commence maintenant. De petit peu, on a la mentale. Bonjour messieurs, bienvenue du coup dans ce nouvel épisode du podcast La Mentale, qui du coup va tourner aujourd'hui autour de l'e-sport, avec du coup deux invités de grandes marques, ici présent Toulou, et qui est Valentin aussi pour les intimes, et on a aussi Tristan qui va être là, qui est aussi préparateur mental, mais ils vont se présenter tranquillement. Qui veut commencer ? Je te laisse l'honneur. Présenter. Merci. Bah du coup, comme tu as dit, mon pseudo c'est Toulou. Exactement. Donc je suis un joueur TFT. Ça fait maintenant à peu près 1 an que je fais ça un peu sérieusement entre guillemets. Et du coup, bah, je suis à l'heure actuelle joueur pour l'équipe Restart, qui est aussi l'équipe de Tristan, Transition. Ouais. Transition, ok. Avec Bon, Tristan. Alors moi c'est Tristan, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc là je suis actuellement dans le master de Montpellier, préparation mentale et coaching. Voilà, avant j'ai fait une licence TAPS classique sur Lyon, puis je suis descendu sur Montpellier. Et je suis en stage dans 2 structures e-sport. La première c'est Restart, où je joue Toulouse, et la deuxième c'est Splice, que tu connais plutôt bien. Exactement. Donc, voilà. Équipe avec laquelle je collabore sur différentes structures, là où j'ai connu exactement Toulouse aussi à ce moment-là, qui était déjà dans le roster TFT à ce moment-là. Donc là on est ici tranquillement à Lyon parce qu'on est tous originaires de la région lyonnaise pour pouvoir échanger, partager notre expertise, nos connaissances sur la préparation mentale, sur TFT, etc. etc. Ok ? Pour commencer, première question assez simple, où est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de la préparation mentale ? Comment ça vous est venu et comment ça s'est fait, tout simplement. Pareil, celui qui veut commencer en premier. Bah écoute, Vas-y. moi j'ai la bonne réponse. Hein. Il n'y a que des bonnes Grâce à réponses. Léopold. D'ailleurs, Ouais, bah, explique du coup, un peu aux auditeurs comment ça s'est passé. Bah du coup, ouais, les c'était premiers contacts avec la quand personne. j'étais joueur chez Splice, donc. Et bah, j'ai rejoint le roster et tout, et on m'a dit, il y a un préparateur mental dans l'équipe, il fait ça gratuitement pour l'équipe, du coup, bah, on a commencé à faire des petites séances avec moi, les autres joueurs, et bah, toi, du coup. T'en avais déjà entendu parler avant ou pas du tout ? Bah, j'imagine que... Enfin, j'avais pas été surpris que le concept existe, mais j'avoue que non, j'avais pas plus entendu parler que ça. Enfin, ça paraissait logique que ça existe, quoi, mais je savais pas exactement en quoi ça consistait et tout, donc... Et la première fois quand on en a parlé, qu'est-ce que tu t'es dit ? Tu t'es dit, c'est top, ou je suis curieux de savoir comment ça va se passer Bah, j'avoue que j'étais un peu curieux, parce que... En soi, enfin, on a tous un peu l'habitude, j'imagine, de travailler sur notre mental nous-mêmes, donc j'étais curieux de savoir ce que tu pourrais nous apporter. Oui. Mais c'est vrai que c'était intéressant. De toute façon, on va en parler après de ce que ça t'a apporté, comment tu continues à utiliser les choses qu'on a vues ensemble aujourd'hui, etc., etc. Et toi, Tristan, t'en as entendu parler quand ? Comment ? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller faire ce master à Montpellier ? Donc moi j'ai fait ma licence à Lyon, et c'était beaucoup axé sur la prépa physique. J'ai fait pas mal de sport quand j'étais plus jeune, donc forcément on parle souvent du côté mental, mais dans les clubs il n'y a jamais vraiment de préparateur mental. Enfin, en tout cas moi quand je jouais, il y avait pas, au foot à l'époque, il n'y avait pas de préparateur mental attitré. Par contre il y avait un prépa physique, et comme tu as dit Toulouse tout à l'heure, souvent notre mental on devait le bosser un peu tout seul, on devait se rendre compte un petit peu des problèmes. Et donc quand je finis ma licence, j'avais le choix de mes masters, et il y avait le préparation physique à Lyon, et ensuite à Montpellier il y avait un préparation physique, un préparation mentale. Au final, j'ai été pris à Lyon et pris à Montpellier, et j'ai fait le choix de partir dans le master préparation mentale parce que ça m'intéressait, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus, parce qu'on a fait beaucoup de prépa physique, donc je voulais voir un petit peu l'autre aspect. Et quand je suis arrivé, j'avais un petit peu peur au début, parce que c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mine de rien, le mental, et je me dis peut-être que je vais arriver, ça va pas du tout me plaire, ou peut-être que ça va être des choses qui me parlent pas. Et au final, c'est hyper intéressant. On parle de plein de choses qui sont utiles à la fois en sport, même dans la vie de tous les jours, et qui sont des choses qui sont très intéressantes. Et moi, ça m'a plu. Et du coup, là, je suis en 2e année de ce master. Et puis voilà, on est là tous les 3 pour en parler, pour expliquer un petit peu tous les détails de la préparation mentale. La particularité aussi dans cette 2e année, c'est qu'il y a justement un mémoire à rendre sur vraiment de l'intervention en structure. C'est pour ça que Tristan au début disait qu'il était dans 2 structures, Splice et Restart. Et c'est justement dans ce cadre qu'il intervient, et il nous en parlera un peu plus sur quel est le sujet de son intervention et quelle en est justement l'évolution à la mi-saison sur ce mémoire. Ok ? Parfait. Petite autre question, on va aussi
on va commencer à parler d'e-sport et on va commencer à parler aussi du fait de, ok, qu'est-ce que c'est être joueur e-sport aujourd'hui, e-sportif tout simplement, et joueur aussi TFT. Ça c'est ma question. Pareil, il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas le jeu, qui se demandent ce que c'est. Sûrement même. Voilà, pour que tu puisses un peu leur expliquer les bases, en quoi ça consiste très rapidement pour qu'ils puissent mieux comprendre. Bon courage pour expliquer. Ouais. Non, c'est très simple, c'est très simple. Écoute, je suis un peu rodé avec cette question, mais très brièvement. Ouais. Du coup, TFT, c'est un jeu, donc Teamfight Tactics, Ouais. c'est un jeu de stratégie, donc il n'y a pas d'action, il n'y a pas besoin d'être, comme on disait, un jeune prodige de 13 ans avec des mécaniques monstrueuses. Pas besoin d'être vitaminé en fait. Ce qui Voilà. veut dire, c'est qu'on peut être tranquille, chill. C'est aussi une composante en préparation mentale sur ce niveau d'activation. Et du coup, c'est un jeu, en vrai, la comparaison que je fais souvent, c'est avec un jeu de cartes, parce que c'est un jeu dans lequel il y a de l'aléatoire, et donc on peut avoir de la chance ou pas de chance. Et ce qui différencie en général un bon joueur d'un moins bon joueur, c'est la capacité justement à composer un peu avec ce que le jeu te donne. Donc c'est ça qui fait que toutes les parties sont différentes. En fait, le jeu va te proposer certaines options, et genre beaucoup d'options, surtout maintenant, il y a vraiment plein de trucs qui se passent tout le temps, quoi. Et c'est à toi de faire les choix en fonction de ce que tu penses qui est le plus judicieux, en fonction donc de ce que le jeu te donne, quoi. Ouais, c'est un gros jeu vraiment de réflexion où moi les premières choses qui m'ont surprise c'est vraiment en fait il faut connaître la méta, il faut connaître vraiment tous les items, tous les équipements, il faut vraiment connaître un maximum d'informations pour qu'après dans notre prise de décision on puisse vraiment faire les bons choix là-dessus. Oui voilà exactement, ce qui va dicter les choix que tu fais c'est ta connaissance du jeu, donc c'est vraiment un jeu qui demande énormément de connaissances pour être au top niveau. C'est ça, donc Toulouse, grande capacité justement à emmagasiner des informations, à les retenir et à les reproduire. Donc ça c'est vraiment le jeu de base, dérivé aussi de League of Legends pour ceux qui connaissent. Et actuellement le nouveau set, le dernier set, un peu orienté, ce que j'ai vu, DJ, disco. Oui, la thématique c'est la musique, en effet. Ils ont même fait des musiques différentes en fonction des synergies que tu as d'activer, tu as différentes musiques qui jouent en arrière-plan, donc c'est sympa. C'est ce que j'ai vu, dans les dernières compètes, il y avait justement des grandes enceintes qui étaient sur les terrains, etc. Ah c'est fun, sympa le design de pouvoir changer. Oui, clairement. C'est bien parce que ça peut toucher plus de gens qui s'intéressent pas forcément à TFT de base, donc c'est une bonne idée je trouve. Et puis une petite particularité du jeu aussi, moi quand je suis arrivé, je connaissais pas du TFT quand je suis dans les structures, c'est un jeu où les parties sont très longues aussi. Oui, ça dure. C'est vrai. Ça dépend de si tu te fais éliminer en premier ou pas. Oui. Mais si tu gagnes une partie par exemple, c'est à peu près 40 minutes. Donc, donc il faut essayer de. C'est un peu comme une partie de LoL quoi en soi. Clairement, d'ailleurs, c'est une très bonne remarque, Christian, dans ces spécificités. Du coup, c'est des tournois qui ont lieu souvent sur de nombreuses heures pour pouvoir justement jouer un maximum de games parce que du coup, on est 8 par lobby, si je dis pas de bêtises. Oui. Et du coup, l'objectif, c'est de finir justement en top 1 pour justement faire un top et marquer un maximum de points. Plus on est classé 1, 2, 3, mieux c'est. Alors que comme il disait Toulouse, on peut se faire directement éliminer. On fait du coup des bottoms et on fait 8, 7, 6, etc. Et du coup, on marque moins de points. Donc c'est des parties qui sont très très longues, ça nécessite beaucoup de connaissances de la méta, etc. Et derrière de faire les bons choix pour augmenter ses chances. D'ailleurs c'est quoi un peu la comme magie tu disais, juste pour rebondir sur le fait que tu as dit qu'on joue beaucoup de parties en tournoi, en fait le truc c'est que comme c'est un jeu où il y a de la chance, même le meilleur joueur du monde peut tout à fait faire un bottom sur une partie si vraiment le jeu ne lui donne rien du tout et que les joueurs d'en face sont corrects quoi. Et donc le but en tournoi c'est d'essayer de faire le plus de parties possible. En fait plus on peut jouer de parties, plus le format sera compétitif parce que c'est ça qui permet de lisser la variance quoi. C'est qu'au final un bon joueur il va être toujours un tout petit peu au-dessus de ce qu'il devrait être et donc une game où il va top 1 il a top 1 mais si jamais il fait un bottom il faut pas que ça le sorte du tournoi juste sur une seule partie quoi. Donc c'est pas comme un jeu où on peut faire des BO3 ou quoi, là il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de games pour que ce soit les meilleurs joueurs qui montent quoi. Ouais, exactement. Et aussi dans les spécificités, sur l'aspect musical aussi, ils ont la possibilité, les joueurs peuvent écouter de la musique durant les games, ce qui n'est pas... Ouais, le son est pas important, donc c'est pas comme un jeu comme Valo ou quoi, où t'es obligé de voir. Avec la com et tout, il n'y a pas C'est de... ça, et il n'y a pas de com aussi. Ouais. Pas de prise d'informations sonore à prendre. Du coup, quand on bossait justement avec Toulouse et les autres joueurs Spice, d'ailleurs on leur passe le bonjour, Red, Apple, Caprof, etc. Justement, l'aspect musical leur permettait d'atteindre un état mental particulier. Au final, ils géraient juste les effets sonores qui étaient nécessaires pour le bon fonctionnement de la partie. Et après, tout le reste, selon ce qu'ils avaient. S'ils voulaient s'activer, ils mettaient une playlist différente. S'ils voulaient se relaxer, une playlist différente. Et c'était vraiment quelque chose qui fait partie de leur pratique pour vraiment cet aspect concentration, cet aspect gestion des émotions. Ouais, carrément. Ouais.
Pareil, là on a bien présenté ce que c'était TFT. Pareil, Tristan, si tu veux nous parler aussi un peu des autres jeux que tu accompagnes. Pareil, même Toulouse, il est amateur aussi des autres jeux, il aime bien. Spécifique TFT, mais amateur on en parlait, là, qui connaît, on en parlait tout à l'heure, Overwatch. Ouais. Overwatch, là, qui est un jeu complètement différent parce que c'est un jeu par équipe, qui se joue par équipe de 5 et tout le monde a un rôle. Et moi, les principaux retours que j'ai par rapport à ce jeu dans notre travail, nous en tant que préparateur mental, c'est au niveau de la com. Parce que contrairement à d'autres sports ou d'autres jeux, là c'est vraiment une ou deux personnes qui ont la majorité presque de la com. Et donc les autres doivent s'adapter et donc c'est à eux de vraiment prendre le lead. On parlait aussi un peu de ça tout à l'heure. Et voilà, donc c'est un jeu de confrontation avec une autre équipe, avec différentes stratégies à adopter, adaptation à l'adversaire. Et donc ouais, c'est un jeu aussi que je suis, donc Overwatch. Après on a Splice. Donc Smash Bros, qui est un jeu donc, de combat en 1 contre 1. Et là, pareil, ça va être de la vitesse, de réaction, de l'adaptation à l'adversaire, connaissance de son personnage, du match-up en face. Et par exemple, c'est en BO3, il me semble. Et donc voilà, Smash Bros. Après, donc TFT dont on a parlé. D'autres jeux, là, il y a une équipe Valorant. LOL aussi, League of Legends, donc ça c'est plus des jeux par équipe. Et voilà, moi c'est sur ces jeux-là surtout que j'interviens. Après il y en a plein d'autres. Ouais, c'est intéressant. C'est comme un peu les sports classiques, il y a des sports co, des sports indiés, et chacun va avoir ses spécificités. Smash Bros avec justement le joueur de Solari, c'est Gluttony Gluto qui est très très performant lui à ce moment-là. Qui est très très bon là-dedans. Tu parles aussi des leaders in-game tout à l'heure, c'est très important. Une personne qui va avoir un peu le rôle, on pourrait dire, de leader dans les sports collectifs, de capitaine ou peu importe, qui va être très intéressant, qui va permettre justement de partager, gérer la communication, qu'on retrouve dans le Valorant. Il y a plein de choses comme ça qui sont très très pertinentes, très très intéressantes. Et d'ailleurs, du coup, ton mémoire, cette année, tu l'as orienté sur quoi alors exactement ? Alors moi, mon mémoire, je l'ai orienté du coup sur un joueur Smash Bros. Et c'est moi porté sur l'attention. Donc l'attention soutenue et l'attention sélective. C'est quoi la différence pour ceux qui ne connaissent pas ? Attention soutenue, ça va être ta capacité justement à garder tes capacités attentionnelles sur toute la durée d'un tournoi. On en parlait tout à l'heure, les tournois sont très longs. Donc comment je vais réussir à être aussi performant du début à la fin de mon tournoi. Donc ça c'est attention soutenue. Et ensuite l'attention sélective, ça va être la capacité justement à prendre la bonne information au bon moment en inhibant, en supprimant les informations qui sont non pertinentes. Et donc justement avec mon joueur Smash Bros, ça va être de réussir, dans les dernières parties du tournoi par exemple, de garder ses capacités attentionnelles et en gardant sa sélectivité, donc en prélevant les bonnes informations, pas tomber dans une feinte de l'adversaire, réussir les bons déplacements au bon moment, savoir quand est-ce qu'il faut attaquer en fonction du déplacement de son adversaire, voilà, tous ces éléments-là. Donc moi je travaille sur ça actuellement. Surtout que sur Smash, je sais qu'ils aiment bien crier dans la foule, il y a souvent beaucoup d'actions, donc c'est vrai que ça doit pas être facile de se concentrer. Smash c'est vraiment un jeu de combat, un jeu de bagarre. Oui, et puis les fans de Smash, ils sont à fond en général. Et là, il n'y a pas possibilité pour eux, par exemple, d'utiliser de la musique pour se mettre dans leur bulle. Vu le bruit qu'ils font, ça suffit pas. Et justement, c'est possible. Moi, le joueur que je suis, justement, lui, il écoute de la musique avant le tournoi. Mais par contre, on a beaucoup échangé par rapport à ça. Une fois que le tournoi commence, non, il ne veut plus écouter de musique. Il est vraiment, c'est avant pour même se pas entre motiver. les parties. Non, même pas entre les parties. Il écoute de la musique un peu hard, du gros rock, pour vraiment s'activer à fond. Et après, non, après entre les parties, il préfère regarder ses games, il préfère analyser le prochain adversaire et regarder un petit peu ce qu'il a mal fait dans le combat d'avant. Mais ça s'enchaîne assez vite, donc il n'écoute pas de musique entre les parties. Mais vraiment, avant, par contre, il lui faut de la musique pour vraiment réussir à s'activer, comme on en parlait. La musique, c'est une partie très importante, mais pas dans le tournoi, vraiment avant. Toi, Toulouse, c'est quoi un peu ton astuce, ton tips perso pour justement garder cette attention au maximum sur des fins de game, des fois où tu sais que c'est des moments clutch, où vous allez être plus que 2, 3, 4 dans la partie, et il va falloir aller chercher le top 1 à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que c'est dur sur TFT, surtout. Parce que ça dure très longtemps, quoi. Des fois on fait 8 parties de suite, donc on y est pendant 8 heures, quoi. J'avoue que je pense que c'est important déjà de déconnecter un petit peu entre chaque partie. Parce que si on reste devant son écran et qu'on parle pas à ses teammates et tout, c'est long, c'est très long.
Donc ouais, faire une petite pause, marcher et tout pour pouvoir reset un peu quoi. Et puis sinon, bah après, en vrai, les fins de partie, c'est pas si dur que ça, parce qu'une fois que t'es rentré dedans, c'est bien. Mais je pense que c'est plutôt le début de partie qui est important, où il faut pas rater ton début de partie parce que t'es encore en train de penser à autre chose ou quoi. Donc ouais, comme t'as dit, j'aime bien la musique, c'est vrai que ça m'aide. Genre, je remets mon casque, je rentre dans ma bulle un peu, quoi. Et ouais, une fois que t'es lancé, en général, ça va. Ça me fait penser au travail qu'on avait fait pour la dernière LES, la dernière compétition de Lyon e-sport, où justement, c'était des thématiques qu'on avait abordées, le fait que justement après chaque game, on se retrouvait plutôt les joueurs TFT, on puisse échanger, parler d'autres choses, sortir dehors aussi pour prendre l'air, etc. Avant de retourner entre guillemets dans l'arène, retourner justement dans le combat et là faire un reset un peu mental avec justement la musique, remettre en place les routines pour peu importe ce qui s'est passé avant, que j'ai fait un bottom, que j'ai fait un top ou que je sois sur une bonne dynamique, que je me remette dans un état de concentration pour jouer cette game. D'ailleurs, c'était passé comment toi, la dernière Lyon eSport, t'avais commencé très très fort, je me rappelle. Ouais, bah du coup, ouais, les toutes premières parties là, c'est de ça que tu parles. Ouais, exactement. Où t'avais fait quoi, 3 top 1 de suite? 3 top 1, ouais. Du coup, j'étais premier au début de la LAN. Bon, c'était les premières parties, c'était des lobbies un peu il y avait un niveau un peu disparate, mais t'as quand même été mais en premier, soi, oui, j'ai été premier pendant la première phase. Ouais. Puis au final, j'avais fini 9ème à une place de la finale sur scène, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'était super cool et c'était en grande partie grâce à l'équipe et grâce à toi, hein, parce que clairement l'ambiance générale et tout, c'était vraiment... c'était super encourageant en fait, d'avoir non seulement d'être préparé, mais en plus d'avoir tout le monde autour de soi. Typiquement, comme je disais avant, il y a une partie de chance dans TFT, et donc ça peut être très frustrant quand tu as l'impression en tout cas de jouer bien et que juste t'as pas de chance et donc tu perds quoi. Et du coup ça peut facilement te mettre dans un très mauvais mood. C'est sûr. Et du coup avoir des teammates et ton préparateur mental à côté de toi qui te dit ok c'est pas grave, passe à la suivante, reset et tout, c'est vrai que ça aide clairement. Donc, clairement. Donc c'est des petites astuces, musique, faire des petits breaks, justement de parler avec d'autres membres de l'équipe. C'est ça, même si on pourrait dire TFT c'est sport individuel parce qu'on est tout seul, justement, au final non, on est avec une équipe en groupe et c'est ça aussi qui est très intéressant dans les structures. Je crois que les joueurs de plus en plus maintenant font partie des structures là-dessus pour aussi bien les entraînements et aussi bien les compétitions là-dessus. Ouais. Mais ça c'est bien parce que même on voit dans les groupes que vous avez entre les joueurs, tout le monde échange, tout le monde donne un peu son point de vue, tout le monde se soutient et justement il y a cette bonne ambiance qui est instaurée et tout de suite ça te met dans des conditions de travail qui sont favorables pour réussir et comme tu l'as dit c'est aussi important dans la perf et c'est aussi à prendre en compte. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, pareil, j'aimerais bien avoir ton point de vue Toulouse sur les choses qui vont te motiver justement à aller dans une structure. Qu'est-ce que tu vas rechercher avec une structure? Parce que du coup, contrairement à un sport collectif classique où on va être limité un peu par notre zone géographique, nous avec l'e-sport, l'avantage c'est qu'on peut bosser demain avec une personne qui est à l'autre bout de la France, une personne qui est en Europe, il n'y a aucun souci là-dessus. Et toi, du coup, qu'est-ce qui va te motiver? Qu'est-ce que tu vas rechercher quand une structure va te contacter pour un projet? Et puis encore plus sur TFT, on a encore plus de liberté parce que en soi, si on veut jouer Overwatch par exemple de manière compétitive, on est obligé d'avoir une équipe, donc on est bien obligé de rejoindre une structure. Là, en tant que joueur TFT, c'est vraiment un jeu solo, donc on pourrait très bien s'entraîner tout seul dans notre coin. Mais du coup, évidemment, il y a l'aspect communautaire, comme j'ai dit tout à l'heure, genre le soutien des teammates et tout, ne serait-ce que pendant les événements, c'est super important quoi. Puis même en dehors des événements, en fait, avoir d'autres joueurs qui sont bons autour de toi, ça te permet, en fait, comme TFT c'est un jeu de connaissances, chacun, en fait c'est impossible de tout savoir, sinon on serait un joueur parfait quoi. Même les meilleurs joueurs du monde, ils ont quelques petites lacunes sur certains trucs quoi. Et du coup, ce qui est bien quand t'es plusieurs joueurs, c'est que chaque joueur va avoir un peu son point fort sur une certaine composition, un certain style de jeu qu'il connaît mieux que les autres. Et du coup, ça permet un peu d'échanger et d'apprendre des autres joueurs plus rapidement que si on devait tout tester nous-mêmes, quoi, parce qu'on n'a juste pas le temps de tout tester, c'est impossible. Quand t'as une partie qui dure 40 minutes, donc clairement. On ne peut pas tout faire tout seul, quoi. Et c'est quoi un peu les plus grosses structures vraiment sur TFT? Il y a Carmine Corp qui sont... Il a failli plus y avoir Carmine d'ailleurs, Corp. C'est quoi cette histoire qu'est-ce qui s'est passé? Au final, ils avaient dit qu'ils allaient peut-être split l'équipe, puis au final, ils ont gardé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Du coup, ils avaient dit... De base, ils étaient censés se débarrasser
de TFT, Smash et Trackmania, si je me Ok. trompe pas. Pour quelle raison du coup? Pour des raisons d'argent, je Ok, crois. économique. Enfin, en gros, ils ont fait un petit post sur Twitter, enfin sur X, pardon, Ouais. où ils expliquaient que le jeu n'avait pas, les 3 jeux là n'avaient pas assez de visibilité et tout, et que donc ça leur, enfin, c'était pas assez rentable pour eux, quoi. Et du coup, ouais, en plus, ils se sont débarrassés de leur joueur Trackmania qui était Bren, là, qui était champion du monde Ouais, aussi. ouais. Ils avaient un très bon joueur sur Smash aussi, je sais plus comment il s'appelait, mais qui n'avait pas été champion du monde, mais qui était quand même très bon, quoi. Et donc, ils étaient censés se débarrasser de Double et Cambyz, qui sont les deux joueurs TFT, les deux français. qui sont vraiment. Double, c'est le meilleur joueur français. Ouais. Enfin, certains pourront en débattre, mais globalement, on Ouais. accepte de dire que c'est le meilleur Qui joueur était français. en face de toi à la LES, je me rappelle. Qui était juste en face de moi à la LES, oui. T'as Impressionnant. vécu ou, Alors, je sais plus si je l'avais croisé à la LES, je suis pas Je sûr. me rappelle plus. Je suis pas Mais sûr c'était que marrant j'avais parce ça. que du coup, moi j'arrive, je suis J'avais fini devant préparé lui, à autant, Quentin. Ah ouais? J'arrive et d'un coup, tout le monde me dit bah tu vois cette personne qui est en face de moi, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de la LAN. Oui, Et il je suis a un peu passé fan bon. en plus, je dois bien l'admettre, j'adore son style de jeu, Ouais. j'ai appris énormément en le regardant jouer, donc clairement ça faisait bizarre de l'avoir juste en face de moi. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup alors ouais ils avaient dû. Et donc ils avaient dit que TFT rentrait dans le même profil de jeu pas rentable et qu'ils allaient se débarrasser des 2 joueurs. Et au final, il y a eu pas mal de retours sur Twitter et tout, de gens qui ont dit, qui ont argumenté dans le sens contraire, quoi, Ouais. qui disaient sur TFT en plus c'est un petit jeu, donc les salaires sont pas élevés, tu vois, c'est genre, c'est pas grand chose pour une Ouais. grosse structure comme la Carmine, je veux dire, par rapport à ce qu'ils versent pour un joueur LoL, quoi, ça n'a rien à voir. Et en soi, les joueurs sont leurs 2 joueurs, ils sont que 2 en plus, donc c'est même pas un roster de 5, c'est vraiment 2 joueurs, ça coûte rien du tout, quoi. Et ils sont super compétitifs, les Ouais, deux, ils vraiment, sont c'est très, 2 très des bons. meilleurs joueurs français Très, très bons. à l'heure actuelle, donc ouais, c'était un peu dommage de se séparer d'eux, quoi. Et ça a fini par faire changer d'avis Kameto, visiblement, Ok. qui a décidé de les financer. Je n'ai pas exactement compris, mais plus ou moins même à perte à la limite. Ok. Juste parce que aussi, il faut savoir que ces 2 joueurs avaient rejoint la Carmine à une époque où ils n'étaient même pas payés. Au tout début de leur carrière, ouais. ils l'avaient fait bénévolement, juste parce qu'ils étaient fans de la Carmine et qu'ils connaissaient un peu personnellement Kameto et tout, et du coup ça s'était fait comme ça. Ok. Et donc ils trouvaient que c'était pas très réglo de les virer pour des raisons budgétaires, alors qu'ils étaient là depuis le début, même bénévolement quand il y avait besoin, quoi. Donc, Ah puis la Carmine c'est vraiment cette communauté qui est Bah, c'est restée, ça, donc, c'est ouais, c'est ça. L'avis des gens il compte, donc c'est Ouais. beaucoup d'avis qui leur Exactement. disaient Ouais. de garder cette structure de l'équipe TFT, et je pense qu'ils ont. Puis en plus d'être très bons, c'était des joueurs qui représentaient vraiment bien les valeurs de la Carmine, Ouais. quoi. Je veux dire, ils se connaissaient super bien les autres joueurs et tout, ils faisaient vraiment partie de... Enfin, tu sais, la Carmine, ils ont un peu cette ambiance famille, quoi. Famille, ouais. Et donc, ça a l'air un peu contre leur... pas leur état d'esprit de les virer pour des raisons budgétaires, quoi. Bah, tant mieux, comme ça au moins ça permettra à TFT de continuer avec Carmine comme ça. C'est une bonne nouvelle pour TFT, hein, parce que Ouais. ça aurait fait un peu... Bah, c'est ça, parce que si jamais il se faisait virer, ça sous-entendait que tu avais beau être le meilleur joueur de France, voire d'Europe, tu pouvais te retrouver sans équipe sur TFT du jour au lendemain, quoi. Clairement. Ce qui n'est pas le cas sur n'importe quel autre jeu à l'heure actuelle, donc Ouais, clairement. c'était un peu mauvais signe pour le jeu, mais du coup c'est cool. Après, tu as eu quand même un bon signe avec justement M8, avec Oui. les Junklemate, qui Oui. du coup, c'était qu'en septembre à peu près, qu'ils ont officialisé du coup je les sais plus cocos exactement. avec. C'est Enzo Sex, Enzo Sex. C'est vrai. le fameux Enzo SX pour la version censurée, mais on sait tout ce que ça veut dire. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, ça c'était quand même aussi positif, ça vous a fait plaisir ça quand vous avez vu que justement Clairement. M8 ils se montaient une équipe, un roster 100% TFT et que Surtout même que Gotaga M8, là récemment c'est qui. beaucoup de visibilité aussi, donc... Ouais, clairement. Mais c'est grâce à Gotaga qui sont là tous les deux. C'est une décision. Enfin, c'est lui qui a incité M8 à les recruter, puisqu'il est lui-même fan du jeu. Et du coup, ouais, c'est grave cool. Et c'est un bon joueur sur le jeu un peu lui. Gotaga? Ouais. Gotaga, il est bon. Hein. Ah ouais? Ouais, il est bon. Ah, mais il est bon dans tous les jeux aussi. Là, il est Ouais, challenger c'est à l'heure un peu- actuelle. Hein. Ah ouais. Il est déjà quoi? Il est challenger à l'heure actuelle. Redonne-nous les niveaux pour. Donc, t'as tous les classements classiques, genre fer, bronze, Alors, argent, moi je dois être fer, je or. pense. Moi je suis fer bien Moi, niais. j'ai encore en dessous. Donc après, t'as or, platine, diamant. Ouais. Ensuite, t'as master. Ouais. Au-dessus de master, t'as grand master, c'est le top 600. Ouais. Il faut avoir plus de 500 points et être top 600. Ouais. Plus de 200 points, pardon. Et ensuite, t'as Challenger qui est le top 200 au-dessus de 500 points. Ok, et lui Ah il oui, challenge, ok. il est Il est challenger. Challenger, là. Donc il est très bon hein, au jeu. Ah Il est très ouais. bon. Donc il pourrait presque faire des Il tournois. pourrait, c'est ça ça m'étonnerait pas de le voir de temps en temps en compétition d'ailleurs.
Puis même, il fait des lives où il caste des compétitions, comme on parlait tout à l'heure. Donc là, forcément, lui, il a une grosse visibilité. Ouais. Et donc, il fait beaucoup de viewers à chaque fois. Donc forcément, ça apporte beaucoup de visibilité au jeu. Et ça, ça doit être cool pour vous, quoi. Oui, clairement, c'est super cool. Et Même, Jeff, mais il joue beaucoup en off-stream. Moi, ça m'arrive souvent Ah ouais de tomber dans ses parties. Et j'allume Twitch pour voir si je suis à la télé ou pas, mais pas du tout. Il Ouais. est juste tout seul dans sa chambre en train de jouer à TFT. il est tranquille, il est posé là. Ouais, C'est alors, le il joue matin, vraiment plutôt le beaucoup. soir. Tu bats à Gotaga, du coup, ou pas? Ça arrive, oui, ça arrive. C'est bien ça, c'est bien. Et chez Restart, ils sont tous pareils, challenger. De toute façon, après, dès que tu. Oui, Ouais, c'est globalement le niveau. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est nice, c'est nice. Mais après, comme on disait tout à l'heure, quand tu arrives en compétition, il suffit que tu aies 2-3 sets où tu aies des mauvaises mains, tu des mauvaises cartes, tout ça. Oui, c'est ça. Tu peux rapidement fail une game et après, au final, tu fais une mauvaise perf alors que tu étais peut-être un des meilleurs joueurs du tournoi. Bah, c'est ça, typiquement, à la LES, la dernière fois, là, Double qui était en face de moi, il est sorti tôt. Enfin, il a été éliminé assez tôt du tournoi. Ça arrive, quoi, même aux meilleurs joueurs. Surtout, je parlais des formats, et le format de la LES, c'était des sections de seulement 3 parties. Et donc c'était super punitif, quoi. Si t'avais pas de chance sur une partie, tu pouvais te faire éliminer sur ça, quoi. Ouais, clairement. Donc fallait être bon mais avoir de la chance aussi. Et ça qui est intéressant du coup d'arriver, nous en tant que préparateurs mentaux, quand on arrive, c'est de comprendre, ok, la discipline, moi j'avais jamais du tout joué à TFT, et même encore aujourd'hui j'ai lancé très peu de games, donc d'arriver, de comprendre ok, les besoins des sportifs, comprendre les spécificités du jeu, et comprendre ok, qu'est-ce qu'on va travailler. On va travailler plutôt à se préparer pour une compétition, on va préparer vraiment l'aspect compétition, et derrière proposer des choses qui sont en lien avec ça. C'est ce que d'ailleurs Tristan tu fais en ce moment là-dessus. D'ailleurs, du coup tout à l'heure tu nous as bien parlé du coup des différentes attentions, etc. Là, qu'est-ce que tu vas programmer un peu dans ton protocole là-dessus? Ok, donc si tu veux, nous pour le mémoire, là, la première partie, donc on va dire de septembre à décembre, c'est vraiment être sûr de partir dans la bonne direction avec le sportif. Donc là, on va avoir toute une phase d'entretien, on va essayer de poser un diagnostic, en fait, pour, comme je t'ai dit, être sûr de vraiment être sûr du problème du sportif pour pouvoir partir dans la bonne direction. Donc là, c'est ce que moi j'ai fait pour l'instant. Donc là, jusqu'à décembre, début janvier, c'est ça. Donc pas mal d'entretiens, d'échanges, tu peux faire passer des questionnaires, des tests, sur l'attention c'est pas mal de tests. Et ensuite, une fois que les résultats sont convaincants, tu es sûr que c'est ça le problème qu'il faut travailler, et tu vas venir te renseigner dans la littérature sur comment on fait pour améliorer les capacités d'attention soutenue, attention sélective. Et à partir de ça, tu vas créer un petit peu une intervention. Donc ça peut être du 8 séances, 10 séances, 12 séances que tu vas organiser avec le sportif en fonction de ses disponibilités. Donc ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Peut-être que les semaines avant les compétitions, on va mettre 2 petites séances. Enfin voilà. Et en fait, donc là, moi, j'ai vraiment fini ma partie diagnostic. Et là, je vais attaquer la partie intervention, pure et dure. Mais voilà, souvent, il ne faut pas négliger cette partie entretien, échange, pour vraiment être sûr de traiter le bon problème, la bonne problématique. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se dire, ok, on est sûr que c'est ça, on part direct sur l'intervention. Il faut prendre son temps, bien échanger avec le sportif, parce que chaque sportif a une problématique différente. Même si c'est le même jeu, comme on disait tout à l'heure, peut-être que toi, tu vas vouloir, on prend l'exemple de la musique, écouter de la musique pendant ton tournoi, peut-être qu'il y en a ça va être avant, peut-être qu'il y en a ça va être pas du tout. Et chaque sportif a ses problématiques différentes, à des moments différents. Et c'est là où il ne faut vraiment pas se tromper pour essayer de régler au mieux le problème du sportif. Parce que là, nous on est avant tout là pour ça, proposer une intervention spécifique à chaque sportif pour pouvoir optimiser sa performance à lui. Ouais, clairement, c'est intéressant. Et c'est quoi qui t'a le plus intéressé quand tu as commencé à lire la littérature scientifique? Est-ce que tu es tombé sur une étude, sur un phénomène qui t'a vraiment plu et tu t'es dit, ah ouais, celui-ci il est super intéressant? Alors, concernant l'attention, je suis tombé sur une étude donc, qui est assez récente, qui parle de plusieurs choses pour améliorer l'attention. En fait, soit tu vas répéter une tâche cognitive pour améliorer juste cette tâche. Okay. Par exemple, je prends l'exemple d'un test classique qui existe. Soit tu vas le répéter pour pouvoir t'améliorer dans cette tâche. Moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse parce que moi, je vais chercher à développer ses capacités en lien avec le jeu. Et donc là, on a une autre approche qui nous dit qu'il faut d'optimiser cet état attentionnel. Donc ça va être par exemple, il parle pas mal de l'activité physique. Il parle aussi de la méditation de pleine conscience. Okay, qui va venir un petit peu, quand on l'axe sur la pratique, venir limiter les pensées toutes extérieures à la tâche. Et qui vont venir aussi faire en sorte que le sportif, quand il fait cette pratique de pleine conscience, vienne se concentrer uniquement sur les éléments pertinents
et travailler un petit peu, même s'il n'est pas forcément en train de jouer, venir travailler sur ok, peut-être qu'à ce moment-là j'ai pris tel élément, mais le plus pertinent ça aurait été lui, et donc venir réfléchir par rapport à ça. Et donc moi ça m'intéresse parce que ça va venir travailler à la fois l'attention sélective, mais aussi l'attention soutenue en le mettant dans un état où c'est toujours un état optimal pour rester concentré le plus longtemps possible en utilisant le moins de capacité possible pour pouvoir durer justement dans le temps. Mais tout ça dans un état un petit peu optimal, comme une espèce de courbe en U inversé. Pas être dans le maximal, ni dans le minimal, mais vraiment dans l'état optimal. Ouais, pour qu'il puisse durer, qu'il puisse aussi économiser un peu ses Voilà, ressources, c'est c'est ça. pas qu'il fasse comme un sprinter qui Voilà, donne c'est tout, ça. puis après Exactement, c'est il ça. s'essouffle. Pas qu'il crame tout pendant les 4 premières parties, et après quand il arrive sur les parties importantes en fin de tournoi, les plus importantes, il n'ait pas utilisé toutes ses ressources et qu'il en ait encore sous le pied pour pouvoir continuer à performer. Et dans ce match, c'est quoi un peu les distracteurs qu'il peut avoir, en tout cas les pertes d'attention, concentration qu'il peut avoir? Alors, moi, le sportif que je suis, au niveau de ces distractions, justement, ça va être au niveau de l'adversaire. Okay. Voilà, parce que c'est beaucoup de la réaction en fait, au déplacement de l'adversaire. Surtout que moi, mon sportif, il a une petite spécificité, c'est qu'il joue un perso qui est très peu joué. Ok, c'est lequel le perso? C'est Inkling Fille. Ok. C'est vraiment... quand il me l'a présenté, il m'a dit que c'était presque un des seuls qui jouait ça. Okay. Inkling, c'est le personnage en 2D là, c'est ça? Ouais, c'est le personnage de Splatoon. Ah non, c'est le personnage de Splatoon, pardon, ok. Splatoon, le jeu, Ouais, Je c'est sais ça. même pas, ok, je savais pas qu'il était Ouais, sur ce et match. du coup, c'est un des seuls qui joue ça. Donc en fait, lui, peu importe les méta, il va venir jouer ce perso. Ouais. Peu importe le perso en face, il joue tout le temps ce perso-là. Donc c'est un avantage pour lui parce que les adversaires, c'est pas forcément un personnage contre qui il joue souvent. C'est un peu comme être gaucher au ping-pong quoi. Voilà, c'est ça. mais par contre, il a pas, c'est pas le meilleur personnage du jeu ou le plus opti pour perf. Ouais. Et donc du coup, il s'est construit un petit peu tous ses automatismes avec ça. Et ça va être s'adapter au déplacement de son adversaire, pas tomber dans les feintes, savoir quand est-ce qu'il doit attaquer, quand est-ce qu'il doit justement prendre du recul. Voilà, tout ça, ça va être ses distracteurs à lui. Mais c'est vraiment surtout, moi quand on échange, surtout par rapport à l'adaptation à l'adversaire. Okay, ne pas tomber dans ses feintes. Pour réussir à garder ses vies. Mais ça aussi, il y a une grosse connaissance un peu de la méta des mécaniques. Parce que pareil, tout à l'heure on parlait de Gluto. Gluto ou Gluton? Gluto, on pensait correctement quand même, de Gluto, où justement il avait fait une finale il y a 3 mois contre un mini Donkey Kong. Peut-être. Il y a un personnage qui est comme ça, et lui normalement il joue le Mario maléfique. Ouais, il joue Wario. Voilà. Gluto, ouais. Et en gros, donc lui, Wario, de ce que j'avais compris, de ce que j'avais pu voir, c'est qu'il avait une moto, il avait un équipement supplémentaire, il avait une moto, et en fait que Donkey Kong Junior, là, voilà, il avait du coup des bananes et il pouvait facilement jouer avec les objets. Du coup, en fait, c'était vraiment un gros counter qu'il pouvait avoir sur Gluto. Et Gluto, en fait, au début, il se fait vraiment rouler dessus, et après, au bout d'un moment, en fait, il arrive à s'adapter, comme tu dis. Dès qu'il a compris qu'en fait il avait sa banane dans les mains et qu'il pouvait vraiment le bloquer de part et d'autre, en fait c'est lui qui a récupéré son item et du coup il était privé de ça et là il a pu du coup inverser la tendance, renverser la partie. Et tu vois, comme tu dis, c'est des match-ups. Ça c'est des match-ups qui demandent une certaine capacité attentionnelle pour comprendre tout ce qui se passe. Et en fait justement le but ça va être de réussir à faire ça à la fois au début du tournoi, mais aussi réussir à s'adapter à la fin du tournoi. Et tout ça, ça va fortement dépendre de cette capacité à prendre la bonne information, à être focus sur la game, pas penser à autre chose, ne pas tomber dans des distracteurs, tout ça. Exactement, et puis après j'imagine il y a aussi différents environnements, peut-être Ouais. il est en facilité pour le faire, peut-être un entraînement tranquille, sans enjeu, peut-être en compétition c'est différent, comme tu le disais tout à l'heure, on sait que les supporters ils sont très actifs là-dessus, dans un environnement un peu plus hostile là-dedans, comment on fait pour s'adapter et tout ça tu le mets en place, tu vas le mettre en place, du coup cette deuxième partie... Là, ça va être la deuxième partie de l'année scolaire, ça va être le but en tout cas, on va essayer. Est-ce que qui t'intéressait le plus un peu dans l'e-sport, justement dans cet accompagnement avec l'e-sport par rapport au sport? Parce que toi tu es quand même issu du monde sportif à la base, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Justement, moi je suis plus issu du monde du foot à la base, mais j'ai toujours regardé un peu YouTube, Twitch, un peu l'e-sport, mais j'étais plus du côté un peu divertissement, donc Gotaga, cette scène-là, on parlait de Shoah-H1 tout à l'heure, bon lui c'est vraiment la perf, mais j'aime bien aussi ce côté un petit peu divertissement, mais c'est un monde qui m'intéresse globalement, et puis c'est un monde où la prépa mentale est aussi hyper importante. Donc c'est pour ça que je t'avais contacté déjà l'année dernière pour qu'on puisse faire mon stage. Ça m'intéressait, je voulais en apprendre un peu plus en fait dans ce monde-là. Parce que
quand on est issu, moi par exemple, du foot, on ne parle pas forcément du monde du sport en général. Et donc du coup ça m'intéressait, je voulais en apprendre plus. Et c'est pour ça que je t'avais contacté. Et c'est ce qui m'intéressait, découvrir un petit peu les différents jeux, les différentes manières de jouer, comment un tournoi ça se passe, ce que tu expliquais un peu tout à l'heure. Parce que mine de rien, l'e-sport c'est comme les autres sports, si tu veux être performant, il faut beaucoup jouer, il faut beaucoup s'entraîner, ça demande beaucoup de connaissances, ça demande beaucoup de temps. Et souvent c'est un petit peu, je dirais pas mal vu, mais les gens ont tendance à décoter, si je pourrais dire ça, un petit peu le monde de l'e-sport. Voilà. Surtout par rapport au monde du sport. Voilà, quoi, de dénigrer un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Dénigrer un petit peu, alors que ça demande des capacités. Pour être un des meilleurs joueurs, ça demande des capacités hors normes, comme pour être le meilleur joueur de foot du monde. Ou tout ça. Clairement. Et pourtant, les deux, c'est pas antagoniste. On peut être aussi sportif, être aussi très bon e-sportif. Les deux, c'est très complémentaire. Ça me fait penser à Toulouse qui, pareil, à côté, fait de la F1. La force athlétique qui est aussi là-dedans. Donc ça permet justement de dire ok, non, je fais du sport, je suis performant sur les jeux vidéo et les deux ça va parfaitement ensemble. Et ça me fait penser aussi à Rémi, préparateur mental Taz, qui bossait pour Bigenius. Et pareil, lui c'était quelque chose de normal. Un e-sportif qui se prépare, qui s'entraîne, de faire une activité quotidienne, c'est quelque chose de normal et les deux sont complémentaires et ça tire vers la performance. Toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses avec ces deux aspects? Écoute, je voulais rebondir un peu sur ça. Juste, je trouve que il y a encore pas mal de gens qui ont ce cliché du gamer qui est assis dans sa chaise en train de boire du coca toute la journée. Alors qu'en soi, ça fait quand même. Peut-être que ça a été ça un jour, mais en tout cas, ça fait bien longtemps que c'est plus le cas et de plus en plus, on voit dans les équipes encore plus professionnelles que Restart, tu vois, les équipes qui ont vraiment du budget et tout, en général. Leurs joueurs, ils leur fournissent du matériel pour qu'ils fassent du sport parce qu'on sait que c'est important, ne serait-ce que pour la capacité de concentration et tout, être capable de rester en bonne santé physique, quoi, ça augmente la performance, même dans un jeu vidéo qui n'a rien à voir avec le sport. CSGO, ils en ont beaucoup parlé, ça, avec la Team Vitality, qui ont gagné le Major à Paris, là-dessus, avec Ziwo, le top joueur français, même mondial. Et justement, ils en avaient parlé que s'ils étaient vraiment accompagnés sur ces différents facteurs, aussi bien l'aspect in-game, mais aussi l'aspect sportif à côté, pour leur permettre d'être dans les meilleures conditions, d'avoir aussi des bonnes postures lorsqu'ils jouaient, etc. Et d'être tout simplement en forme, dans les meilleures conditions pour performer. Donc les deux, c'est très très lié. Et d'ailleurs, tu en penses quoi un peu de l'évolution de l'e-sport? Toi, tu vois que ça va... T'imagines que ça va évoluer comment dans les prochaines années? Ça va évoluer dans le bon sens, c'est sûr. C'est de plus en plus démocratisé. Et déjà, rien que à l'heure actuelle, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années quand je n'étais pas encore là. Mais oui, clairement, ça va devenir de plus en plus populaire. Et plus ça va devenir populaire, plus justement on va casser un peu ces tabous sur le gamer dans sa chambre et qu'on va se rendre compte que le gamer peut aussi faire du sport, il peut aussi avoir une vie sociale. C'est monsieur tout le monde en fait. Et au contraire, c'est aussi quelque chose. Ça, je m'en rends peut-être pas compte avant d'être un peu plus dans le milieu TFT, mais c'est aussi quelque chose de très communautaire en fait. On a l'impression que c'est quelque chose de solitaire, mais grâce à tous les événements qui sont en LAN surtout, mais même en ligne, moi j'ai fait des tonnes de connaissances. Et tu te rends compte qu'en fait, ça te permet de... Il y a vraiment tout un monde que tu peux découvrir et j'ai rencontré des tonnes de personnes. Je t'ai rencontré toi aussi, grâce à l'e-sport, quoi, alors que de base, je jouais, quoi. Et je me suis fait des tonnes d'amis comme ça, donc je pense que ça peut... Mais c'est vrai que là, on a des générations, on a tous joué à différents jeux, différentes consoles ou peu importe, on a tous joué à ça. Et qu'au final, on le voit là, c'est pareil. Moi, j'ai des amis, pareil, qui se sont remis à jouer à WoW. Ils ont sorti une version initiale. Exactement. Moi, j'ai jamais joué, mais ils ont remis la version de base, un peu comme Fortnite, on a changé tout à l'heure avec Tristan en off, où ils ont remis la première map. Et du coup, on est tous... c'est un domaine de vie maintenant où on a tous déjà joué, on joue actuellement. Exactement. C'est ça. Donc ça se démocratise. Et en plus, ce qui est cool, c'est que avec les différentes plateformes, avec les différentes structures qui du coup se renforcent,
Donc ça avait fait un grand boom après le Covid. Là, petit à petit, c'est en train de mieux prendre forme, remettre un cadre différent là-dessus sur les jeux plus compétitifs, les jeux plus ceci, plus cela, etc. C'est en train de prendre vraiment forme et c'est très encourageant. On le disait tout à l'heure avec M8 qui ont monté ça, avec Squeezie, Gotaga, et le troisième c'est Brooks, tout à fait, qui justement ont développé ça. Carmine Corp qui fonctionne super bien, qui a même chopé du coup une place supplémentaire pour une place plus élevée chez LoL, si je dis pas de bêtises, mais moi c'est ça. Peut-être. Je crois que c'était ça. Et là, ils se sont qualifiés pour une compétition non plus haute. D'habitude, ils sont en deuxième div. Il me semble qu'ils ont atteint une division au-dessus. Enfin, c'est très très intéressant là-dedans. Et à mon sens, je suis d'accord avec toi, ça va évoluer positivement. Clairement. Rien que sur TFT, qui est quand même pour l'instant encore un petit jeu. Là, récemment, je sais pas si tu as vu, mais il y a eu une grosse compétition à Las Vegas. Oui, exactement. Qui a été organisée et sponsorisée par un casino. Et donc il y avait quand même 300 000 € de cash prize, ce qui est absolument énorme avec plus de 500 joueurs. Et c'était vraiment c'était super professionnel, quoi. C'était dans un casino avec la scène, les lumières, il y avait une foule et tout qui regardait. C'était vraiment. Enfin, si ça peut arriver sur un jeu même comme TFT, c'est ce qui se passe sur les autres. Quand on voit la Carmine qui remplissent des stades sans souci et tout, clairement, ça. Et c'est vrai que maintenant, toute cette partie compétitive prend de la place. Et pas Nintendo, ils avaient signé aussi un accord comme quoi maintenant, dès qu'on voulait organiser une compétition sur un jeu Nintendo avec un certain cash prize, c'était peut-être 500 €, quelque chose comme ça, on pouvait contacter Nintendo pour être encadré, accompagné par eux. Donc ça permet aussi bien de développer les petites compétitions, parce que du coup, même si on veut faire une compétition, j'ai une bêtise, à Lyon, on veut faire une petite compétition où il y a juste 100-200 € de cash prize, ok, on peut le faire en autonomie, mais si on veut faire quelque chose de plus conséquent, on peut se rapprocher de Nintendo et ils peuvent nous accompagner là-dedans. Ça professionnalise un peu le domaine, quoi. Et ça, c'est intéressant. Ouais, clairement. Et ça serait quoi un peu les différents tops des différents jeux les plus compétitifs, si on devait donner un peu les 5, 10 compétitifs en termes de scène et d'argent, ou en termes de... Ceux qui sont le plus suivis quand même sur cette année. LoL est forcément en premier. Fortnite, sûr. Il y a eu la Cup. Fortnite, il y a eu un gros boom, il y a une descente, et après là il y a eu à Copenhague, il y a eu la finale. Mais après il y a eu de la visibilité, parce qu'il y avait 2 duos français qui étaient... il y en avait 2 en finale à Copenhague. Je t'avoue que je regarde pas trop les compétitions. Il me semble qu'il y avait les Solari, et il y avait les Gentlemate, Podasai et Snazy. Oui, ils sont à la finale. Qui sont à la finale, ils ont fini 27ème je crois, et l'autre duo a fini 37, il me semble, j'ai oublié les joueurs. Après, on pourrait mettre quoi du coup? Ça serait quoi après? Valorant forcément. Hein. Valo, pour moi, Valorant c'est le deuxième. Valo devant CSGO? Il y a CSGO aussi, oui, clairement. CSGO c'est historique. C'est un indétrônable. Ouais, c'est historique, Il est toujours là, Après... Est-ce que Rocket League c'est toujours aussi compétitif qu'avant, un peu moins? C'est toujours aussi compétitif, oui. Après, c'est la même chose. Il y a moins de gens qui regardent Rocket League que Valorant ou LoL, c'est sûr. Mais en termes de compétition, oui, c'est impressionnant. Hein. Les équipes et les joueurs, ils ont un niveau absolument monstrueux, quoi. Donc, c'est vrai que peut-être au-delà du classement, après ça dépend aussi des joueurs. C'est vrai que plus on va avoir par exemple des Français qui vont être performants, plus ça va nous donner envie. On parlait de Gluto tout à l'heure. Avant, si je dis pas de bêtises, ce match, il n'y avait que des Japonais ou des Américains qui étaient très performants là-dedans. Là, on a un Français qui arrive, qui pète le top 5, qui rentre dedans et qui fait des très bonnes perfs. Ça nous donne envie de regarder ça et d'être plus compétitif. C'est vraiment, en fait, il y a 2 pratiques. Vraiment, plus on va jouer loisir casual, où on va être vraiment plus compétitif. Et là, comme tout actuellement avec TFT, c'est de l'entraînement, c'est de la préparation, et là je bascule dans de la compétition. J'ai l'impression que c'est un peu des périodes aussi en fonction, comme tu as dit, des Français. Moi je me rappelle il y a un an et demi, quand Gotaga il s'était mis à jouer à fond à Clash Royale, ils avaient fait les tournois avec Michou, avec Walleouf, tout ça. Et là tout le monde avait un peu recommencé à jouer à Clash Royale. Après là avec TFT, Gotaga qui commence à caster des tournois un petit peu sur TFT, avec le roster qu'ils ont monté à M8. Pareil, ça a donné un petit élan de renouveau à TFT. C'est des périodes un peu comme ça où les gens qui sont plus populaires, qui ont plus de viewers, ils vont se lancer sur un nouveau jeu, mais ils vont se lancer sur un jeu, et ça va attirer plus de monde, et après là, maintenant l'objectif ça va être de maintenir et d'évoluer
moins de cash prize pour les compétitions et toujours garder de la visibilité. Et des fois, il y a des passerelles aussi entre différents jeux. Bah, on parlait de CSGO avec Valorant, bah, il y en a beaucoup Oui, carrément. qui ont fait des passerelles. Ça reste des jeux de la même famille, j'ai envie de dire, la même gamme, la même catégorie. Du coup, il y a des changements qui peuvent se faire, Ouais, carrément. qui peuvent passer. C'est pareil, bah, tu parlais de Clash Royale tout à l'heure. Ils ont sorti un jeu là récemment qui s'en inspire, mais c'est dérivé d'un autre jeu. Est-ce que vous l'avez celui-là? Attends. C'est dérivé de. C'est dérivé de quoi? Bah, je me demande si c'est pas dérivé de LoL ou de WoW. Ah, Tu l'as vu celui-là? Mais c'est une map, du coup, elle est pas. C'est pas ça un me dit miroir. quelque chose. Ouais, Ah oui, c'est De Warcraft Warcraft. War Rumble. exactement. Oui, ok, oui, ça y est. Exactement. Et du coup, bah, en fait, la dernière fois, il y en a un qui m'en a parlé. Pareil, bah, en fait, c'est Clash Royale, Ouais, c'est ça. mais en version WoW. Ouais. Et du coup, la différence, bah, c'est pas une map figée, mais du coup, tu as plus des bases avec 2-3 virages, c'est un peu plus complexe. Et il C'est s'en Brawl Stars inspire. un peu. Une map un peu style Brawl Stars où t'as ton perso, tu le déplaces toi-même et tout. Bah, pas non, non, tout je à pense que fait. c'est ouais. vraiment c'est un jeu de Ouais. cartes à la. Ok, Ouais. pareil que Clash Royale. à la C'est Clash pareil. Royale. Et du coup, par contre, en fait, toi, tu as des unités qui se déplacent et le but, c'est d'aller, bah, comme Clash Royale, d'aller casser. Les La tours base, les tours hein. adverses. Mm. Ok. Mais du coup, par exemple, j'ai une bêtise, si bah, Rumble, du coup, prend de l'essor, potentiellement, bah, il y en a qui vont, Ouais, Ouais, carrément. Sur le Switch, ouais, c'est ils ça. vont comprendre les mécaniques et ils vont. Moi, je pense que c'est très important quand tu es dans le milieu de l'e-sport de te préparer potentiellement à un switch de jeu, quoi, parce que aucun Ouais. jeu ne durait, enfin quasiment aucun jeu ne dure éternellement. Et puis toi-même, ta carrière, au bout d'un moment, Clairement. tu peux pas rester au top niveau tout le temps, quoi. Donc des fois, avoir un truc qui te permet de relancer, de remettre un petit coup de boost, où tu peux partir avec une petite avance par rapport à d'autres joueurs. Par exemple, je sais pas si tu connais Scream sur. C'était un joueur de CSGO. C'était Ok. En gros, il était super fort sur CS à Ouais. une certaine époque. Puis sa fin de carrière, elle a été un peu douteuse. Il a toujours été bon, Ouais. tu vois, mais genre Ouais. il gagnait pas Mm. grand chose. Il Quoi. était plus à son prime. Ouais, voilà. Et quand Valorant est sorti, bah, il s'est mis sur Valo et il a eu une période où il était vraiment au top niveau. Quoi. Donc, Ok. Ouais, Donc, t'as clairement, l'expérience c'est du le jeu truc. d'avant. Ouais, qui voilà, permet c'est de- Là, j'ai pas mal de joueurs qui sont dans les équipes Overwatch, qui sont anciens joueurs compétitifs sur Fortnite. ouais, voilà. Et en soi, bah, c'est des mécaniques qui restent. Même Ça si le transfère jeu est rien. différent, la mobilité est différente, les armes sont différentes, mais c'est quand même des mécaniques que t'as pas mal travaillé et qui te permettent d'être fort, même si t'arrives sur un nouveau jeu. Quoi. De toute façon, on retrouve la même chose dans le sport avec des gars qui vont peut-être faire un sport spécifique, puis après, au fur et à mesure, ils vont peut-être faire ok, bah, avant je faisais de la longue distance, enfin de la courte distance, puis après, au fur et à mesure, je vais peut-être faire de la plus longue distance, comment j'évolue avec mon âge. On parlait de la FA tout à l'heure, bah, je vais commencer avec une catégorie de poids, puis après, je vais faire peut-être un up en 83 kg, etc. etc. J'évolue, je m'adapte par rapport à ça. Et toi TFT, et il y a d'autres jeux à côté ou... Bah, TFT, ça peut typiquement très bien se transférer sur tout ce qui est jeu de cartes et jeu de Ouais. réflexion. Hearthstone, Voilà, Magic, donc etc. par exemple, on a des joueurs TFT qui viennent de Hearthstone. Unid. Unit venait de Hearthstone. Ouais, je sais qu'il y a un américain qui s'appelle Dog Dog aussi Ok. qui venait de Hearthstone. Donc clairement, c'est des trucs qui se font très bien. Quoi. Puis en plus, en dehors de tout ce qui est tout simplement mécanique, comme on disait par exemple sur un. Enfin, si tu passes d'un FPS à un autre, tu as les mécaniques de visée et tout, qui Ouais, sont un peu ouais. les mêmes que tu peux Mm. conserver. Quoi. Mais tu as aussi juste la mentalité et tout ce que tu as appris sur la compétition à haut niveau qui peut se transférer facilement, même si c'est pas exactement le même jeu. Quoi. Genre par exemple, je pense à Voltariux, je sais pas si tu vois, c'est le joueur Solari Non. qui est excellent. Ok. En général, quand on fait des classements français, on met double les voltages juste en dessous. Donc, Ok. et encore, hein, ça se discute. Donc il est très très bon. Quoi. Et avant, il était joueur de WoW. Ok. Donc ça n'a en Rien à soi voir. rien à voir, mais juste une habitude de réfléchir à comment jouer de la meilleure manière et de jouer au top niveau, ça peut bien se transférer sur d'autres jeux. Quoi. Ouais, cette rigueur, cette discipline qu'après on peut C'est adapter aussi bien, bah, par exemple Tristan avec les études, dans le côté sportif, etc. On arrive comme ça, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut apprendre dans un domaine, on peut le réutiliser après facilement Carrément. dans d'autres Tu domaines. développes une réflexion, une stratégie Ouais, c'est qui ça. te permet de t'adapter à un nouveau jeu, même si bah, toute la connaissance du jeu, toute la méta, il faut la réapprendre, mais tu as déjà des bases de compréhension, voilà, de c'est ça. fonctionnement, tout ça. Puis comme en général tu fais le transfert quand le jeu vient juste de sortir, bah, en soi personne n'a d'expérience non plus. C'est Donc ça aussi, ouais. tout ce que tu peux avoir c'est juste un petit background justement qui te permet de mieux commencer que les autres. Parfait. Une question aussi Tristan par rapport au master de Montpellier, si on y revient dessus. Quel est un peu ton avis comme ça à plus de la moitié justement de ton cursus là-dessus sur le master à Montpellier? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus pour un peu clôturer tranquillement, gentiment cette fin de podcast? Ok. Bah,
La première année, c'est beaucoup de théorie. Ouais. Donc il faut se préparer à beaucoup lire. Ouais. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire quand on est en licence. De beaucoup toujours justifier ses propos, toujours chercher des vérités un petit peu qui sont présentes dans la science et qui ont été prouvées. Donc ça demande beaucoup de lecture, beaucoup de recherche. Donc ça vraiment, la première année c'est vraiment théorique. Donc avec un mémoire aussi à la fin de la première année, où là pareil, certains ont commencé à faire un début d'intervention, mais c'est vraiment des liens qui sont déjà montrés dans la littérature et basé tout ce qu'on dit sur de la connaissance qui existe Tu déjà. l'avais fait sur quoi toi Moi je l'avais fait sur le dialogue interne et sur la perf. Ok. Et après deuxième année, donc là c'est plus axé intervention. Mais toujours en gardant ce côté littérature et dire des choses qui ont déjà été prouvées, des choses qui existent, parce que voilà, on peut pas inventer, on peut pas dire n'importe quoi, je suis encore étudiant, du coup il faut baser tout son travail sur des choses qui ont déjà été montrées. Avec un peu plus d'intervention, donc on a des intervenants qui viennent, qui sont déjà passés par le master et qui sont dans la vie pro aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'un jour tu pourras venir. Si Julie ou Grégoire nous entendent. Voilà. Mais voilà, des intervenants qui viennent et qui nous présentent un petit peu eux comment ils travaillent. Ça c'est intéressant parce qu'on a divers retours, tout le monde a sa manière de travailler différente. Il y en a qui vont plus travailler sur des problématiques collectives, d'autres qui vont plus travailler en individuel, et chacun nous amène un petit peu sa touche, des exemples de ce qu'ils font, donc ça c'est hyper intéressant. Et un mémoire cette fois qui est plus basé sur une intervention spécifique, soit avec une équipe, soit avec un joueur. Donc là c'est nous qui devons certes chercher des techniques d'intervention dans la littérature, mais on doit l'appliquer sur le terrain pour concrètement faire nos premières expériences et voir si c'est fait pour nous, si on y arrive, s'il y a encore des questions qu'on se pose, parce que c'est vraiment là où on va se dire ok, peut-être que ça je l'ai mal fait, comment je pourrais l'améliorer, et on a pas mal de gens autour de nous, des professionnels qui permettent de nous apprendre des choses, si on a des questions. Proposer vraiment une démarche pour solutionner la problématique. Voilà, c'est ça, vraiment baser son travail individuel. Donc la première année de master c'est plus théorique, il y a pas mal de choses à apprendre. Et deuxième année, c'est plus basé justement sur de l'intervention et vraiment le terrain, qu'est-ce qu'on fait, comment on met en place. C'est très intéressant par contre cet aspect scientifique parce que on prend par exemple l'exemple de Toulouse. Si j'arrive et que moi je lui parle que de ok peut-être que je pense que ça peut être ça ou on peut essayer ça, mais qu'il n'y a pas de véracité, il n'y a pas d'appui scientifique. Toulouse peut me dire ok c'est bien, on peut essayer, mais c'est quand même mieux de se baser sur quelque chose qui a fait ses preuves, qui a fonctionné par le passé, on sait que ça fonctionne comme ça. Et après on a juste à l'adapter, juste à perfectionner, et c'est pour ça aussi que je pense qu'on est plus efficace, plus performant et qu'on peut proposer des outils après qui sont plus rapides à mettre en place. Mais la base, c'est vraiment l'article scientifique, c'est comme Toulouse quand il veut bosser sur des choses, il va se baser vraiment sur quelles sont les mécaniques exactes du jeu, quels sont les stats de ceci, quels sont les stats de cela, plus que bien sûr, des fois, ça peut être intéressant d'écouter son instinct, mais de se baser quand même sur de la data, de la donnée, des choses concrètes, c'est quand même toujours mieux. Donc pour l'instant, satisfait du mémoire, du master, et c'est quelque chose on avance, puis là il reste 6 mois, 6 mois, c'est très court, 6 mois ça passe très vite. Ça passe très vite. Ça laisse le temps à Toulouse comme ça de gagner les champion d'Europe. C'est quand c'est les hommes pour les Worlds avant. C'est les Europes avant, mais on va déjà y arriver aux Europes. Tu nous fais comme Panache, tu nous fais champion d'Europe, champion du monde. Oui, facile. Et comme ça, on va pas tout. Et très bien. Moi, j'aime bien terminer mon podcast par une dernière question. La question, c'est la suivante. C'est pour vous, c'est quoi la mentale? Comme le nom du podcast, c'est la mentale. Pour vous, c'est quoi avoir la mentale? Je fais exprès de dire... il faut bien vous surprendre un peu. Un peu. Comme j'aime bien... là, je fais exprès de dire la mentale. Mais pour vous, c'est quoi avoir la mentale? Tristan, t'as envie de commencer? Toulouse, peu importe. Vas-y, je te laisse commencer. Ouais, c'est gentil. Une situation réelle. Ça, tu pourras réfléchir. Du coup, moi, je pense que... En vrai... Ok. Pour moi... Je sais que ce qui est entre guillemets facile, c'est d'avoir de la détermination et tout, le jour J, jour de tournoi, parce que c'est naturel, on a envie de gagner, on est là et tout. Mais pour moi, ce qui est vraiment le plus important en termes de mental, et ce que je dirais qu'est la mentale, c'est avoir cet état d'esprit continu sur beaucoup de temps, en fait, et sur les phases de préparation qui sont parfois pénibles ou... on a juste envie, par exemple, de lancer des parties parce qu'on est fatigué ou quoi, et qu'à la place, il faut aller review des games et regarder des statistiques sur des sites
Et donc, c'est vraiment essayer de tenir ce mindset sur le plus gros laps de temps possible, quoi, parce que c'est là qu'on fait du progrès. Et en soi, si on arrive à tenir cette phase de préparation le plus longtemps possible, en jour de tournoi, normalement, ça se passe bien, quoi. Donc, c'est vraiment c'est très intéressant. le moment le plus dur et moins motivant, c'est entre les échéances, quoi. Clairement, je suis d'accord avec toi, ça même dans les sports, dans la F1. Oui, Il y en a beaucoup qui sont très motivés pour commencer, peut-être pour 2-3 mois, mais en fait, on se rend compte que les gars qui sont aujourd'hui sur le sommet de l'Europe ou du monde, c'est des gars qui ont fait ça depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est un investissement à plein temps surtout. Exactement, clairement. Et qui sont toujours aussi motivés. Typiquement, tu sais que je regarde les vidéos de The Panache, qui est champion du monde, et chaque entraînement, il est aussi motivé alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'il en fait et qu'il connaît ça par cœur. Il pourrait juste y aller en mode vas-y, je fais ma série et puis je m'en vais, quoi. Mais non, à chaque fois, il est vraiment à fond et tout. Et clairement, c'est ce mindset-là aussi qui lui permet d'atteindre ce niveau, quoi. Clairement, donc c'est vraiment pour toi cette motivation sur du très long terme, et pas juste la motivation sur l'instant T, Oui, voilà, mais d'arriver justement à la reproduire le plus longtemps possible. Ouais, top. Tristan, toi, c'est quoi pour toi avoir la mentale du coup? Pour moi, ça va être une vision un peu plus large. Ça va pas uniquement être sur de la perf ou quoi, mais ça va être à la fois en sport et à la fois dans la vie de tous les jours. Être ok avec ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire. Être ok avec tout ça et toujours un peu cette notion de motivation, réussir à passer des moments difficiles, réussir à garder la motivation sur le long terme quand on a un objectif. Et ça va être justement de toujours être dans ce mindset de ok, je peux y arriver, c'est pas impossible, même s'il y a des phases qui sont plus compliquées que d'autres, s'en sortir. Et on sait, ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais quand ça va dans la tête, généralement le reste suit. Ouais, c'est vrai. Et comment réussir justement à ce que ça aille dans la tête? Et c'est en passant par tous ces processus, tout ce travail mental, venir se questionner soi-même sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, ce qui est important pour nous. Et voilà, garder ça tout le temps, dans la vie de tous les jours comme dans la performance, et vraiment réussir à être ok avec nos choix, avec notre vie, avec ce qu'on fait, pourquoi on le fait, savoir pourquoi on le fait, très important. Et si on est ok avec tout ça, je pense que dans notre vie, on va être forcément faire plus de bons choix et être plus heureux finalement. La notion de bien-être aussi revient vachement dans la tête, parce que réussir à être ok avec tout ce qu'on fait, et ça va permettre d'être dans un moment où on est bien, où on est heureux finalement de ce qu'on fait. Et donc voilà, moi ça serait plus une vision plus globale dans la vie de tous les jours, de se dire ok, dans ma tête ça va, donc le reste ça va suivre. Ok, nice. C'est Tu top. t'en sors bien aussi, tu vois. Ça va, t'en sors bien? Ça sent bien, Ça va. Oui, vos définitions sont bien, après c'est vos définitions perso et c'est ça qui est intéressant, et là-dessus, merci pour ces explications. Et du coup, on arrive tranquillement à la fin. Je mettrai aussi sur le podcast les différents réseaux des deux. Si vous voulez passer voir Toulou. Toulou, il live très très rarement. Non, mais là, je vais m'y mettre. Il a parlé de motivation, du coup, là, petite ça y est. annonce. Il a parlé de motivation. Il a L'annonce sera complètement outdated quand tu vas sortir le podcast, probablement. Parfait. Mais à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des streams réguliers et potentiellement une petite chaîne YouTube avec. Oh là là. Alors du coup, tous les auditeurs, je vous encourage du coup à vous abonner, aller lâcher vos subs justement sur sa chaîne Twitch, etc. pour justement le soutenir, aller voir. Et puis ceux qui sont curieux, peut-être, il y en a qui écoutent, qui voulaient se mettre justement à TFT, ils pourront comme ça justement avoir les conseils, l'expertise de tout le dessus. Donc tiens, du coup, merci messieurs pour ce temps accordé et pour cet échange du coup super intéressant. Je pense que ça a vraiment plu aux auditeurs. Et du coup, je leur dis à la prochaine du coup, pour un nouveau épisode du podcast La Mentale. Ciao, ciao, messieurs. Salut. Finissez bien la journée et à très bientôt là. Toi aussi, merci. Ciao, ciao. Salut. De petit peu, on a la mentale.